Bonjour, c'est Christian Pesset. Bienvenue sur Réno Info Maison, votre chaîne d'amélioration de l'habitat et donc de tous vos équipements, de tout ce que vous pourrez faire donc dans votre maison. C'est la suite logique de l'émission Votre Maison de radio. Vous êtes fidèle depuis longtemps, depuis 15 ans donc à cette émission de radio. Et bien maintenant, elle passe en web TV à travers ce concept Réno Info Maison. Et pour commencer, eh bien c'est le sommaire. Alors deux invités cette semaine encore. Nous allons parler de l'isolation des combles à 1 euro. Ça fait la suite de notre émission radio. On va parler du pacte énergie solidarité. Vous allez voir ce que ça recouvre avec Jérôme Imbert. On va parler aussi de nouvelles méthodes d'isolation de façade, de sol, de combles qui seront présentées prochainement à Batimat. Je rappelle pour les professionnels que Batimat, c'est à partir de lundi, et ça sera toute la semaine. On va évoquer aussi le métier de la semaine. Alors là, ce sera celui de plaquiste. Alors plaquiste, vous savez, c'est le métier qui a on va dire complètement supplanté celui de plâtrier. Il n'y a presque plus d'enduit-plâtre. Maintenant, tout est en plâtre et on verra, tout est en plaque de plâtre, pardon. Et on verra Michel Delmonte, qui est un passionné. Il a un bel accent marseillais. Vous verrez, c'est encore mieux au soleil. Nous pourrons parler de plaques de plâtre. Olivier Valdin, vous le connaissez maintenant. Il est le patron de Humliou. C'est notre conseiller travaux. On parlera plus particulièrement d'isolation, mais d'isolation phonique ou acoustique, comme disent les pros. Et puis on retrouvera SES Conso avec David Rodriguez, juriste à la CLCV. Je répondrai évidemment à toutes vos questions sur l'isolation, mais aussi sur les sujets que vous souhaiterez, avec le retour de nos invités. Alors n'oubliez pas surtout que vous pouvez me poser toutes vos questions sur Facebook Live. Vous pouvez nous envoyer aussi des selfies live aussi. Ils le sont forcément quand ils sont selfies. Et donc là, on en passera un tout à l'heure. Vous verrez, on a une question intéressante sur le chauffage. Vous avez aussi la possibilité de nous regarder sur rmc.fr et puis aussi sur la chaîne YouTube dédiée Réno Info Maison. Et ça, vous pouvez le faire ensuite toute la semaine. Vous pouvez toute la journée regarder notre émission. Il n'y a aucun problème. On est d'accord. Et maintenant, ce sont les invités. Nos invités, je reçois aujourd'hui Jérôme Imbert. Bonjour. Vous êtes directeur général de Comble Éco Énergie et vous êtes l'initiateur et porteur du pacte énergie solidarité. On va voir ce que ça représente et c'est la fameuse isolation à 1 euro. On va voir qu'il faut y aller, mais il faut aussi se méfier. On va voir si c'est une arnaque ou si c'est une réalité. Et on recevra aussi Pierre-Gilles Parra. Bonjour. Vous êtes responsable prescription chez Isobox Isolation. C'est ça. Alors, c'est une société très pro, hein, là. Oui, voilà, vous faites même des immeubles entiers en isolation, mais aussi de la maison individuelle. On parlera de nouveaux produits d'isolation, notamment de façade et de sol. Voilà, donc oui, c'est riche, hein, on va voir. Et puis il y a toutes les autres rubriques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jérôme Imbert, donc bonjour. Vous êtes donc directeur général, on l'a dit, de Comble Éco Énergie, pacte énergie solidarité. Alors, c'est quoi ce pacte énergie solidarité? J'avoue que moi je m'y perds un peu parce que c'est aussi le nom de votre site, de votre site internet, mais beaucoup d'entreprises aussi s'en réclament. C'est encouragé par l'État, mais c'est pas l'État. Allez, dites-nous tout là. On va tâcher d'être clarifiant vis-à-vis de nos viewers qui sont connectés en ce moment. Le pacte énergie solidarité, à la base, c'est une idée qui vient de Frédéric Hutzmann, le président du groupe, qui s'est aperçu que un des principaux freins à la réalisation des travaux, c'est le coût, surtout pour les ménages les plus modestes. Donc, étant spécialiste nous-mêmes du dispositif des certificats d'économie d'énergie, on a cherché comment financer la totalité des travaux par ce mécanisme des C2E. Alors, je vous arrête tout de suite.
le mécanisme des C2E, les certificats d'économie d'énergie. Alors là, personne n'y comprend rien, je peux vous le dire, parce que ça a été en plus, je dirais, parasité par des offres bizarres. Lorsque une grande surface vous offre des bons pour des petits pois parce que vous avez acquis une chaudière, franchement, personne n'y comprend rien là. Alors expliquez-nous. Alors, c'est relativement simple. C'est le principe de base. Relativement. Principe de base, pollueur-payeur. Oui. Je suis un distributeur d'énergie ou de carburant, EDF, Total et Auchan, Carrefour, qui distribuent du carburant. Oui. L'État m'oblige à faire la promotion des économies d'énergie vis-à-vis de mes clients, mais vis-à-vis de tous les clients qui passent dans mon magasin. C'est complètement schizophrénique, ça. On demande à des gens qui vendent de l'énergie de dépenser de l'argent pour que les gens en achètent moins. Oui, ça veut dire qu'effectivement, possiblement, je vais vendre moins d'énergie. Ça ne veut pas dire que je la vends, je perds de l'argent. Ça veut dire que possiblement, je peux la vendre quand même plus cher. Ah oui, c'est ça. Donc, il s'y retrouve quand même quelque part. C'est encore nous qui allons payer. Mais ça participe à un meilleur usage de l'énergie chez l'ensemble des ménages. Et donc, on a un gain de confort et un gain sur les émissions de polluants. D'accord. Alors, principe pollueur-payeur. Principe pollueur-payeur, mais aussi plafond de revenus. C'est pas pour tout le monde. Donc, il y a un moment, il y a un plafond de revenus et il y a un barème. Ce barème extrêmement précis, c'est le barème de l'ANA. C'est un barème qui nous dit quoi à peu près? Alors. Le principe pollueur-payeur et des C2E s'applique à la totalité des ménages. Il n'y a pas de condition de ressources. Il est clair, par contre, que pour bénéficier de certaines offres un peu exceptionnelles de type comble à 1 euro, ces offres-là sont limitées aux gens qui n'ont pas les moyens de financer eux-mêmes ces travaux-là. Et donc, on est sous condition de ressources. Heureusement pour nous, les conditions de ressources, comme vous le mentionnez, sont les mêmes que l'ANA. Donc on a un dispositif. Alors l'ANA, je rappelle, l'ANA, c'est l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. C'est une structure qui véritablement aide les plus défavorisés, notamment là à lutter contre la précarité énergétique. Tout à fait. C'est ça. Et là, pour rentrer dans ce type de dispositif, pour donner des chiffres et clarifier là encore le propos. Un ménage qui habite en province, qui est composé de 4 personnes, donc 2 parents, 2 enfants, pour pouvoir bénéficier des combles à 1 euro, ils ne doivent pas avoir un revenu fiscal de référence supérieur à 29 400 euros. Allez, 30 000 euros. Allez, je vous la fais à 30 000 euros, moi. C'est 29 400 malheureusement dans le dispositif et c'est contrôlé par l'État. Donc même faites attention. À 1401, ça marche pas. Et pour la même famille qui vivrait en région parisienne, ce montant est de 40 700 euros. D'accord. Vous m'avez dit revenu fiscal de référence. C'est où dans la feuille d'impôt ça? Alors c'est la troisième ligne. C'est la troisième ligne. C'est jamais moi qui fais ma déclaration d'impôt. J'ai une épouse qui en plus est d'origine comptable et puis j'ai aussi un comptable. Bon alors. C'est la troisième ligne de la feuille d'impôt. C'est plus simple. C'est indiqué, c'est marqué revenu fiscal de référence ou RFR. C'est marqué en gros sur votre feuille d'impôt. D'accord. Alors quelles sont les démarches à entreprendre? Il y a quoi? Il y a une déclaration à faire, dites-nous. Alors, dans un premier temps, la démarche, on a cherché à la simplifier au maximum, justement, de manière à être le plus efficace. Donc, ça passe par une inscription sur un site internet. C'est une démarche volontaire des bénéficiaires. Nous ne faisons absolument aucun démarchage au pacte énergie solidarité. Alors, il faut justement, vous avez des règles là, vous nous les donnez, se méfier des démarchages téléphoniques comme de la peste. Les démarchages sur Internet, parce qu'on en voit beaucoup aussi. Moi, j'en reçois 10 par jour en ce moment. On en voit beaucoup, on est d'accord. Ce sont des publicités par Internet. Très souvent, ce sont les mêmes sociétés que celles qui vous démarchent par téléphone. Dans la démarche, une fois que vous avez fait cette démarche ou que vous avez répondu à une sollicitation, vous allez être appelé par un opérateur, c'est dans tous les cas pareil. Par contre, là où ça peut diverger, c'est demander systématiquement, c'est ce que nous faisons, la tenue d'une visite technique. On ne peut pas réaliser des travaux si on ne sait pas l'environnement dans lequel on va devoir les réaliser. C'est pas possible. En clair, ça ne se fait pas à distance. Ne vous laissez pas avoir. Et puis, soyez attentifs aussi, si vous avez un démarchage téléphonique, à ce que ce ne soit pas des gens qui veulent s'introduire chez vous. Il y a aussi là, des questions de sécurité. Les personnes âgées sont les plus vulnérables dans ce domaine. Donc, prenez bien toutes vos informations,
toutes les informations sur qui va venir chez vous. Hein. Ça me paraît absolument important. Tout à fait. Regardez si l'entreprise existe, si elle est connue, si elle dispose d'un label de qualité, si elle est bien RGE, Qualibat, qualifiée pour les travaux sur lesquels elle va intervenir. Et dans tous les cas, à partir du devis, prenez le temps de bien faire ces vérifications en amont. Alors, vous avez un délai de rétractation qui est de 14 jours, qui est un délai légal. Si l'entreprise vous met la pression pour faire les travaux le lendemain, c'est pas clair ça. Méfiez-vous aussi des appels téléphoniques où on vous dit « je vous appelle de la part de la mairie ». La mairie ne vous fait jamais appeler. Donc ça, c'est du bidon. Non seulement c'est du bidon, mais ça peut aussi être dangereux, ça peut être extrêmement risqué. On est d'accord ? Tout à fait. La mairie, les conseils généraux, l'ANA, aucune de ces structures ne fait de démarchage et ne cautionne une démarche quelconque. Tout à fait. Alors, quel est maintenant le type d'isolation qui peut être entrepris ? On parle toujours des combles à 1 euro, mais c'est seulement les combles ? Alors, aujourd'hui, on peut faire, dans le cadre des opérations à 1 euro, on fait des combles, on est capable de faire du sol aussi, donc isolation de plafond de cave, plafond de garage ou de vide sanitaire. Les techniques à employer sont différentes parce que l'environnement est différent et qu'on ne peut pas systématiquement pousser une seule technique sur l'ensemble de ces environnements. Sur les combles, les opérations qui rentrent dans le cadre des combles à 1 euro, c'est toujours pour des maisons individuelles avec des combles perdus. La technique la plus... Combles perdus, c'est des combles non utilisés ou non utilisables. Hein. Tout à fait. Par exemple, lorsque vous avez des charpentes en fermette, vous savez, on peut même pas rentrer dedans sauf en faisant le parcours du combattant. Ça, c'est typiquement des combles perdus. C'est typiquement des combles perdus. Tout à fait. Nous, de manière à être là aussi le plus efficace, puisqu'on comprend bien que pour pouvoir arriver à 1 euro, il faut que ça coûte le moins possible pour utiliser le moins de subventions possible. On utilise la technique du soufflage. Le soufflage étant juste de la laine de verre qu'on va disséminer sur l'ensemble des combles. On va en mettre une épaisseur de 33 cm pour obtenir un R de 7. L'avantage de cette technique, c'est qu'on a une répartition homogène de la totalité de l'isolant et donc on évite ainsi les ponts thermiques. Un R de 7, ça veut dire une résistance thermique de 7 avec un critère qui est le lambda, qui est le coefficient donc de transmission énergétique. Et donc, il faut quand même savoir là que il faut aussi avoir un bon produit. Alors, pour avoir un R de 7 avec 33 cm, eh bien, il faut avoir un produit qui a un lambda, c'est le lambda, un lambda 40. Un lambda 40. Voilà. Et au sein, le pacte énergie solidarité, justement, travaille depuis son début. On a été assisté par la maison Isovert et donc nous utilisons quasiment que du produit Isovert. Du Comblissimo. Non, pas seulement. C'est son équivalent professionnel. Son équivalent professionnel qui s'appelle l'Isolen 4. Mais oui, d'accord, oui, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des limites de surface, c'est-à-dire minimum et maximal? On est aujourd'hui sur l'isolation des combles sans limitation de surface, c'est-à-dire qu'on intervient. Alors évidemment, je ne vais pas intervenir sur 2 mètres carrés, ça n'a pas d'intérêt, mais on intervient au minimum sur des surfaces qui font entre 16 et 20 mètres carrés, mais c'est plutôt rare pour des combles, et on n'a pas de limite de surface haute. Vous avez 200 mètres carrés, vous avez un château, il y a 350 mètres carrés isolés, on isole ces 350 mètres carrés pour 1 euro. Et si je ne suis pas éligible, parce que tout le monde n'est pas, fort heureusement, en dessous du seuil de l'ANA, qu'est-ce qui se passe? Alors vous êtes éligible encore au dispositif des certificats d'économie d'énergie, mais aussi au crédit d'impôt, mais aussi à l'éco-PTZ. Tous ces dispositifs sont cumulables. Le coût pour un ménage qui n'est pas en situation de précarité énergétique est de 17 euros TTC du mètre carré dans le cadre de notre programme. C'est un coût qui représente une remise de l'ordre de 50% par rapport au coût moyen pratiqué sur le marché qui est de 35 euros TTC par mètre carré. D'accord. Et ceci est possible par le fait que nous traitons de gros volumes. Nous isolons de l'ordre de 2500 à 3000 maisons par tous les mois. Et c'est pas une isolation au rabais. Ça n'est pas une isolation au rabais. On peut vous le garantir. Et sur les factures, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut voir si c'est bien une entreprise, je vous rappelle, entreprise RGE, reconnue garant de l'environnement. Comme j'en parle à chaque fois, la pédagogie étant la répétition, je pense que ça va rentrer dans les têtes. Hein. Bon. On est d'accord. RGE obligatoire. Nous, les entreprises qui travaillent pour nous sont systématiquement des entreprises que l'on va contrôler en termes de RGE, Qualibat, d'assurance, non-travail dissimulé. Donc ne travailler qu'avec leurs propres salariés et ne pas faire appel. Méfiance aux camionnettes blanches qui se promènent un peu partout en France. Tout à fait. Je le dis, là encore, je le répète, depuis des années. On en voit. On en voit de plus en plus. Et on a certains de nos partenaires qui sont de plus en plus sollicités par des agences d'intérim roumaines,
polonaise. Oui, il n'y a rien contre les Roumains et contre les Polonais, hein, mais il faut quand même faire attention. Ça ne garantit pas que ce soit des professionnels de l'isolation. Très bien. Merci Jérôme Imbert. Vous restez avec nous parce que je pense qu'il y aura des questions qui vont nous arriver. Maintenant, on va découvrir, on va passer au métier. Alors, comme chaque semaine, on vous propose de découvrir un métier en relation avec le bâtiment, avec la rénovation énergétique ou avec la rénovation en général. Et aujourd'hui, on va découvrir le métier de plaquiste. Alors, vous savez, derrière ce mot plaquiste, bon, très beau, mais c'est pas un très beau mot, mais derrière le mot plaquiste, il y a des gens qui posent des plaques. Des plaques de quoi? Des plaques de plâtre. Alors, les plaques de plâtre, elles sont apparues d'abord aux États-Unis et puis en France, en gros après la guerre, hein, pour simplifier. Et maintenant, on peut dire que pratiquement toutes les maisons qu'on construit sont revêtues de plaques de plâtre. Ça présente un intérêt, la plaque de plâtre, c'est que derrière on peut mettre de l'isolant, alors que derrière un enduit on peut pas forcément mettre de l'isolant. Alors on va découvrir Michel Belmonte. Vous allez voir, Michel Belmonte, c'est un plaquiste, c'est un plaquiste passionné comme tous les entrepreneurs, comme tous les artisans que nous vous présentons. Et vous allez voir, ce métier de plaquiste, il est quand même beaucoup plus beau quand il est du côté de Marseille. Le métier de plaquiste consiste à isoler des logements, qu'ils soient neufs ou anciens, avec diverses isolations, ou phoniques et thermiques. Et construction de cloisons en plaque de plâtre qui permet de faire une séparation de pièces. Quand les menuiseries sont posées, on pose tout ce qui est système de raillage de plafond pour commencer. Une fois que le raillage du plafond a été posé, on isole, donc de la laine de verre, peu importe l'épaisseur, mais ici en général c'est de la 240 par rapport aux nouvelles RT. Ensuite, on démarre tout ce qui est périphérie. Une fois que la périphérie est posée, on démarre le cloisonnement. Ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est la diversité en fait, de se retrouver avec... Des fois, il y a des éléments qui sont complexes, on arrive à les résoudre en peu de temps, et des fois d'autres éléments qui paraissent simples, où on va mettre plus de temps parce qu'on va pas arriver à trouver le bon procédé. C'est jamais vraiment la même chose. C'est pas de la routine en fait. Dans ce métier, il faut être un peu pointilleux, savoir que bon, ce qu'on fait, ça a quand même une répercussion. C'est du long terme, c'est-à-dire que ça va durer au minimum 20 ans. Et une fois que la construction est terminée, je veux dire, c'est quand même un plaisir de dire, voilà, c'est moi qui ai réalisé ce type d'ouvrage. Le métier va dans l'effet d'économiser l'énergie, de faire des maisons, ce qu'on appelle BBC, basse consommation. Bâtiments de basse consommation, c'est des maisons où vraiment, avec très peu d'énergie, on arrive à chauffer, éclairer, enfin, à avoir une âme de vie très économe. Dans ma partie en seconde œuvre en plaquiste, nous c'est l'isolation qui est plus épaisse. Voilà. Et du fait que l'isolation est plus épaisse, la résistance thermique, le froid a plus de difficultés à pénétrer et le chaud a plus de difficultés à sortir. À partir de là, on obtient avec un minimum de chaleur un confort acceptable. Alors, vous avez enfin découvert ce qu'il y avait derrière vos plaques de plâtre, ou tout au moins ce qu'il y avait derrière le travail de ceux qui les ont posées. Vous avez vu, c'est quand même un boulot assez complexe et ça demande beaucoup de soins. Si ensuite on ne veut pas voir réapparaître quelques joints, ça arrive, j'imagine, chez certains, il y a quelques fissures. Alors, un grand merci à l'AFPA, hein, c'est, vous savez, l'Agence nationale pour la formation des adultes, qui nous a permis d'utiliser donc cette petite vidéo. Et on passe maintenant à vos travaux. Alors, pour vos travaux, comme chaque semaine, nous retrouvons Olivier Valdin. Bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes responsable chez Omliu. Omliu, c'est donc une plateforme pour trouver des entreprises avec, j'espère, de bonnes garanties. Toujours de très bonnes garanties, hein, assurance, qualification, certification, bref, on essaie de chercher les meilleurs et on fait le travail pour vous. Alors Omliu, c'est une structure du groupe Saint-Gobain, donc c'est quand même déjà une référence, notamment vous travaillez aussi avec Point P, hein, je Exactement, pense. Avec toutes les enseignes de distribution. C'est un petit peu là la piste aussi, peut-être de votre recrutement d'entreprise. C'est en partie parce que c'est pas que là, c'est pas exclusif aux enseignes du groupe Saint-Gobain évidemment, c'est exclusif aux professionnels qualifiés, assurés, certifiés. Très bien. Alors on va parler aujourd'hui de bruit. Oui. On va parler de bruit et donc d'isolation phonique
ou acoustique, comme disent les pros. Les pros disent acoustique, nous on dit phonique, mais c'est acoustique. Et on a une petite vidéo, comme d'habitude, une petite vidéo pédagogique qui nous vient d'Omliou. L'isolation phonique doit permettre d'atténuer les sons provenant de l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment afin de préserver un environnement acoustique confortable pour les occupants. Trafic routier, voies humaines, musique, les parois d'un bâtiment atténuent plus ou moins ces bruits en fonction de 2 facteurs. Tout d'abord, la constitution de la paroi. Une paroi composée de 2 matériaux séparés par un amortisseur, qui peut être de l'air ou un isolant acoustique, est particulièrement efficace pour limiter la propagation sonore. C'est le cas d'une cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique ou d'une contre-cloison maçonnée. On note généralement que le pouvoir d'isolation phonique des isolants souples tels que la laine de verre et la fibre de bois est bien supérieur à celui des isolants rigides tels que le polystyrène et le polyuréthane. Ensuite, la masse de la paroi. Plus la paroi est lourde, plus le bruit est atténué. Pour renforcer l'isolation phonique de cette paroi isolée sur ossature métallique, il est possible de mettre en œuvre une plaque de plâtre acoustique, une plaque de plâtre haute dureté ou encore de doubler l'épaisseur de plaque de plâtre. Le poids de la paroi est augmenté sans modifier sa structure. D'autre part, l'isolation phonique doit permettre de réduire la transmission des bruits à travers la structure du bâtiment. Les bruits de pas et d'équipement sont créés par une vibration directe d'une paroi. On atténue ce type de bruit en empêchant la propagation de la vibration dans la paroi. Les vibrations dans les sols peuvent être atténuées par la mise en œuvre d'une chape flottante. La chape est coulée sur un isolant phonique et est désolidarisée des murs par une bande résiliente. Les moquettes, parquets flottants et certains revêtements de sol en plastique diminuent également la propagation des bruits d'impact. L'électroménager, les chaudières et les caissons de ventilation sont des équipements qui peuvent être bruyants et susceptibles de générer des vibrations. Ces équipements doivent être posés sur des supports anti-vibratiles ou être fixés à des parois lourdes par des colliers ou autres dispositifs anti-vibratiles. Si nécessaire, un capot isolant peut aussi être réalisé. Alors, Olivier, franchement, c'est très beau, hein, je trouve superbe cette 3D. Mais est-ce qu'on peut vraiment garantir, dans tous les cas, qu'on va pouvoir se protéger du bruit ou des bruits, parce qu'on va y revenir. Ouais. Il y a plusieurs sortes de bruits. Il n'y a pas le bruit en général. Alors, vous avez raison, Christian. C'est un sujet qui est complexe. Le bruit, il y a plusieurs catégories de bruit. Il y a ce qu'on appelle les bruits aériens, qui sont liés, par exemple, à la voiture, à l'avion qui passe. Oui, les avions, parce que les voitures aériens, ça ne veut pas, mais oui. Les bruits aériens qui viennent de l'extérieur, vous avez compris. Bien sûr. Donc ça, c'est le premier type de bruit. Et là, on va isoler de ces bruits-là, par exemple en changeant les fenêtres. On en avait parlé à l'émission précédente. On va changer la fenêtre avec une fenêtre de meilleure qualité d'isolation pour atténuer ces bruits. Ça, c'est un premier type de bruit. Ensuite, il y a les bruits solidiens qui sont liés à les bruits solidiens. Ouais, c'est lié. Solidiens. L'impact. Alors les bruits d'impact. Là, vous savez bien. Ça, je comprends les talons aiguilles. Les talons aiguilles de la voisine du dessus. Je connais, j'en ai une. Ou les enfants à l'étage. Pas les talons aiguilles pour moi, mais je connais quelqu'un qui a des talons aiguilles. Exactement. Bonjour ma voisine. Et dans les bruits solidiens, vous avez l'impact, mais vous avez aussi la vibration. Ouais. Par exemple, si vous avez votre VMC qui est solidaire de votre charpente, ça peut faire vibrer votre maison. Et donc du coup, je crois qu'il y en a beaucoup qui connaissent ce petit bruit charmant du là, c'est exactement. Hein, ouais. Et puis qu'est-ce qu'on fait là ? Ah bah là, qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir désolidariser. Exactement. Donc la suspendre avec des supports élastiques. Exactement, par exemple. Donc quand on a de l'impact, on va désolidariser. Là, on l'a vu dans la vidéo, c'est la chape où on met une isolation entre le plancher et la chape, et puis on met des bandes résilientes tout le tour pour qu'il n'y ait pas de contact entre l'ossature du bâtiment et puis du coup le sol. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis le dernier bruit, c'est les bruits d'équipement. Bon, un peu moins connus, les bruits d'équipement, mais par exemple l'ascenseur. Ah oui, ou la machine à laver. Ou la machine à laver. Et là, les soreuses. Voilà, exactement. Quand elle passe, on est sur. Donc là, vous avez à la fois du bruit qu'on appelle aérien. Très bien les soreuses. Hein. Pas mal. À la fois du bruit aérien et à la fois de la vibration. Donc pour chaque type de bruit, il y a des solutions à mettre en œuvre qui sont pas forcément les mêmes. Donc dire qu'on peut isoler du bruit, oui. Par contre, il faut bien identifier quel type de bruit et du coup la meilleure solution à mettre en œuvre. Alors là, on est dans le problème aussi des devis. À quoi faut-il faire attention pour un devis qui concerne l'acoustique? Parce que pour l'isolation, maintenant, on a bien compris,
RGE. Là, il n'y a pas de RGE, non, j'imagine. Il n'y a pas de RGE sur le domaine du phonique. Alors, il faut faire attention à quoi? Là, il va falloir regarder les performances des matériaux qui sont mis en œuvre. Ouais, moi, je connais pas les performances acoustiques. J'ai commencé à apprendre le lambda, le R, mais alors là, c'est quoi? C'est les décibels? C'est des décibels, exactement. Donc prenez par exemple là l'exemple le plus commun pour expliquer à tout le monde, c'est la plaque de plâtre. Vous avez plusieurs types de plaques de plâtre. Vous avez la plaque de plâtre pour gérer l'humidité, c'est la verte. Oui. Vous avez la blanche, c'est la classique, et puis vous avez la bleue, qui est généralement liée à la notion d'isolation phonique. Voilà. Et là, vous avez une réduction de décibels qui est marquée sur ce type de plaque. Donc il faut que sur le devis soit précisé par votre professionnel l'atténuation en décibels proposée et mise en œuvre par cette solution qui est acoustique. Placophonique, par exemple? Par exemple, placophonique. Et on peut en doubler, je crois. Et vous pouvez doubler, ce qui est encore mieux, parce qu'effectivement, pour atténuer le bruit, il faut des masses rigides, au milieu un isolant qui atténue le bruit, et puis plus c'est lourd, vous le savez, c'est le phénomène, ça diminue la résonance, donc plus c'est lourd, plus c'est isolant. Mais alors, oui, c'est l'effet masse-ressort, c'est ça? Exactement, l'effet masse-ressort. L'effet masse-ressort. Plus c'est dense, plus ça va amortir, parce qu'il va y avoir du ressort. C'est ça. Bon, d'accord, je commence à comprendre. Et donc, est-ce que la meilleure des choses, c'est pas aussi de s'entendre avec son voisin? Moi, je dis souvent, quand on me dit « Ah ouais, il y a ma voisine qui fait du bruit », je dis « Payez-lui de la moquette ». C'est vrai que ça fonctionne. Alors, c'est plus économique que de mettre toute une isolation au plafond. Ça, c'est une excellente question. Si votre voisin du dessus fait des travaux importants dans son appartement, c'est pas bête d'aller le voir pour lui dire écoutez, je suis prêt à financer une partie des travaux pour avoir le sol qui est fait de manière acoustique. Après, quand il s'agit des avions, c'est compliqué de négocier avec Air France. Oui. Alors justement, oui, mais il n'y a pas qu'Air France. On va pas montrer du doigt simplement notre avionneur national. Mais justement, est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a aussi, parce que il y a plein de trucs sur l'isolation thermique, mais sur l'acoustique, moi je n'en entends pas beaucoup parler. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est. Je crois qu'il y a que si on est autour d'un aéroport. Mais là c'est plutôt des financements liés au privé où vous avez des accompagnants parce que vous êtes à côté de zones perturbées par le bruit. C'est vrai que c'est un trou dans la raquette, alors que c'est quand même l'ennui majeur des Français. Ah oui, j'ai vu l'autre jour, là, vous savez, on vous avait parlé, en tout cas à la radio, d'une étude qui a été faite par Qualitel sur la satisfaction ou l'insatisfaction des Français vis-à-vis de leur logement. On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est très intéressant. Et on voit que la première source d'ennui, pour pas dire autre chose, on n'est pas le matin, c'est véritablement absolument le bruit. Près de 90% des Français en souffrent. Alors, c'est à partir de quelle époque qu'on a commencé à avoir des règles de construction? C'est quoi? C'est les années 70 en gros? Alors, les premières, effectivement, réglementations ou normes sont apparues fin des années 60, donc 69-70. Ça a été les premières fois où on a commencé à parler de ce phénomène. Mais finalement, c'est très récent. C'est que depuis 2017, en rénovation, par exemple, d'appartements de plus de 10 logements, que vous avez besoin de fournir une attestation. Donc c'est vraiment tout récent. Une attestation de quoi? Une attestation sur l'isolation acoustique. Est-ce qu'on a un rendement qui est suffisamment bon pour y vivre correctement, sans être perturbé Mais moi je pense que il faut être très attentif. Il y a des périodes terribles. Il y a les périodes des années 30. Moi j'ai habité dans un immeuble des années 30 à Paris. C'était incroyable. On entendait une chasse d'eau. On était au 2e. On entendait une chasse d'eau tirée au 4e. Donc c'est on va dire entre deux guerres. Après la guerre de 14, là il y a des immeubles où il faut être vraiment très très attentif lorsqu'on veut acheter ce type de bien. Et puis il y a les immeubles qui ont été construits dans les 30 glorieuses, là au moment où boum, ça a été le boom de la construction. Là aussi il faut faire attention. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup mieux parce que j'ai l'exemple mon fiston qui habite un HLM en Normandie, il vient de toucher, si j'ose dire entre guillemets, un appartement neuf. C'est formidable. On n'entend plus rien là. Donc c'est évidemment plus on achète un immeuble récent. Plus effectivement l'immeuble récent, plus l'immeuble, maintenant. On n'achète pas l'immeuble, on achète un appartement ou une maison, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Sauf vous qui êtes évidemment fortuné. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus de l'isolation thermo-acoustique, parce que c'est vrai que le thermique, on en parle tous, vous venez d'en parler ce matin, et maintenant les professionnels conseillent de plus en plus aussi de faire une isolation. Donc eux, ils disent acoustique, c'est du phonique. Alors absolument, moi je ne saurais trop conseiller une bonne isolation. Alors par l'intérieur.
ou par l'extérieur. On en parlera tout à l'heure avec Monsieur Parra, là, qui commence à venir. Hein, quand est-ce que je parlais, moi, mais ça va venir, vous inquiétez pas. L'isolation thermique est en même temps une isolation acoustique. Hein, il faut le savoir. Donc, une bonne isolation thermique, c'est une isolation qui en même temps aura un avantage sur le plan phonique, notamment au niveau des cloisons. Hein. Je crois que très souvent, n'hésitez pas à remplacer vos cloisons, les cloisons, vous savez, le placopan comme on l'appelle ou comme on l'appelait, je sais plus si on l'utilise tellement, avec ces cloisons alvéolées en carton. Évidemment, c'est pas terrible sur le plan phonique. N'oubliez pas aussi qu'on peut les doubler. Vous n'êtes pas obligé d'enlever vos cloisons, sauf si vous avez un problème de place. Merci Olivier Valdin pour tous ces conseils d'Homme Liu, et on se retrouvera évidemment la semaine prochaine. Et maintenant, c'est le SOS consommateur. David Rodriguez, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le juriste de la CLCV, et puis vous êtes devenu pratiquement notre juriste attitré. Il y a plusieurs juristes à la CLCV. Il y en a plusieurs. Bon, voilà. Juriste à la CLCV, Association de défense des consommateurs. Et du cadre de vie, il y a quelque part. Voilà, consommation, logement et cadre de vie. D'accord, très bien. Bon, ça existe depuis combien de temps, la CLCV? Plus de 60 ans. Plus de 60 ans. On ne s'est pas toujours appelé CLCV, mais effectivement, l'association existe depuis plus de 60 ans. D'accord. Donc, vous êtes rodé à toutes les questions, à tous les problèmes mais il y a toujours des nouveautés qui vous sont posés par vos adhérents. Je rappelle, il faut être adhérent pour avoir vos conseils. Tout à fait. À part ici, hein. Là, vous n'avez pas besoin d'être adhérent. Vous avez juste besoin de nous écouter toutes les semaines. Vous vous rendez compte, ça? Bon, je vais pas dire que ça vous dispense d'une cotisation. Non, c'est pas énorme. C'est quoi? C'est entre 35 et 50 euros? 35 et 50 euros selon l'association locale. Voilà. D'accord. Oui, parce que je rappelle, ce sont des associations locales. Alors, Philippe nous a adressé une question. Ça concerne, comme la semaine dernière d'ailleurs, une question de copropriété. Il nous dit: j'habite au dernier étage d'un immeuble en copropriété. Le sol de ma terrasse n'est pas en très bon état. Je voudrais la faire carreler. Les frais seront-ils répartis entre les copropriétaires ou entièrement à ma charge? Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Ah voilà, il nous a lancé son grand mot. Ça dépend. L'âge du capitaine va nous être posé immédiatement. Alors dites-nous pourquoi ça dépend. En fin de compte, il faut regarder. On est au dernier étage sur une terrasse. Donc il est possible que la terrasse soit une partie commune. Oui. Donc dans ce cas-là, tous les travaux qui concernent les parties communes, par principe, sont répartis sur l'ensemble des copropriétaires. D'accord. Après, ça peut éventuellement être quand même, vu qu'on parle de terrasse et pas de toiture terrasse, là, il peut s'agir quand même d'une partie privative. Auquel cas, si c'est une partie privative, ça va être effectivement Philippe qui va s'acquitter du coût de la pose du carrelage. Mais attention, hein, il nous a dit elle n'est pas en très bon état. Donc ça laisserait penser qu'il pourrait y avoir un problème d'étanchéité. Et s'il est en terrasse au dernier étage, c'est la toiture de l'immeuble. Si on est sur un problème d'étanchéité, dans ce cas-là, ça affecte le gros œuvre, et que on soit en partie privative ou partie commune, dans tous les cas, on est sur du gros œuvre, donc de fait, ça va concerner la copropriété. Si sa question, en fin de compte, c'est uniquement, finalement, c'est un peu abîmé, c'est pas qu'il y a des problèmes d'infiltration, mais c'est pas très nivelé, ça fait pas très esthétique. À partir de là, effectivement, il veut poser du carrelage. S'il affecte les parties communes, il faudra l'autorisation de l'Assemblée générale et c'est lui qui va payer. Ah oui, d'accord. En plus, alors, justement, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse comme démarche à l'égard de la copro? Un copropriétaire qui veut faire des travaux à ses frais qui affectent les parties communes, il doit demander qui affecte les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Par exemple, je veux changer la couleur de mes volets. Oui. Je dois avoir l'autorisation. Tout l'immeuble, il a les volets blancs, moi je voudrais les volets rouges. Voilà, ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Sinon, après, ça ressemble plus à rien. Donc, il faut une certaine harmonie, une certaine esthétique. Donc, il lui faut une autorisation de l'Assemblée générale. Bon. On va revenir très rapidement. Il faut encore notre fameuse de la semaine dernière majorité l'article 25, c'est-à-dire il faut 501 millième. 501 millième. Voilà. Pour avoir l'autorisation. Plus de 50% des copropriétaires composant la copropriété. Donc on est sur une majorité absolue. Bon. Après, on a des cas qui peuvent être un petit peu atypiques, à savoir partie commune, partie privative, mais également partie commune à usage, exclusivement privatif.
C'est-à-dire que ça reste une partie commune, pas. Mais il y a que pas simple aux affaires. Non, pas toujours. Et c'est assez courant en plus dans les cas de toiture, terrasse ou dernier étage où il y a qu'un copropriétaire qui en profite. Donc il y a un droit de jouissance privatif en quelque sorte. Et là, il faut vraiment regarder dans le règlement de copropriété qu'est-ce qui est indiqué sur le sujet, parce que on peut tout à fait préciser dans le règlement de copropriété que c'est une partie commune. Donc les travaux concernant cette partie commune seront à la charge de la copropriété, mais on peut également faire un distinguo en disant que tout ce qui concerne effectivement, on va dire le gros œuvre de cette partie commune demeure à la charge de la copropriété, mais tout ce qui est esthétique, le copropriétaire peut l'aménager comme il le souhaite, ce qui sous-entendrait qu'il n'y aurait pas forcément d'autorisation de l'Assemblée générale, à vérifier bien dans le règlement de copropriété, mais à ses frais. Alors le règlement de copro, je l'ai forcément, je peux le demander. Le règlement de copropriété, vous l'avez forcément parce qu'il est annexé à l'acte de vente. Ça a été fait il y a 30 ans. Si vous l'avez plus. Dans ce cas-là, c'est pas toujours très clair. Hein. Donc, vous pouvez vous rapprocher du registre des hypothèques. Il est publié. Il est au registre des hypothèques. Votre syndic l'a également. S'il traîne le syndic, si votre syndic, registre des hypothèques, notez bien. Si votre syndic a mis en place ce qu'on appelle un extranet, en quelque sorte, c'est une version dématérialisée des informations concernant la copropriété, il est également possible que ce document y figure. Donc, il suffit de le télécharger. Et si je ne demande rien, que je ne veux pas me faire payer mon carrelage, si j'ose dire, je suis libre de poser mon carrelage sans la copropriété, ou il faut que je demande quand même l'autorisation? Si c'est une partie commune, il vous faudra de toute façon l'autorisation de l'Assemblée générale, parce que vous allez poser un carrelage dessus, parce qu'on est quand même sur une toiture, on n'est pas chez soi. Le souci, il faut faire attention, parce que est-ce que vous avez le droit de poser du carrelage? Là encore, le règlement de copropriété peut éventuellement l'interdire. Sur la toiture, on peut dire c'est pas forcément du bruit, mais après ça peut être, c'est pas comme si on était à l'étage. Bien sûr. Il n'y a pas d'impact, des bruits de pas, ce genre de choses. Mais il peut y avoir le poids de la chape, le poids effectivement des carreaux, du carrelage, des dalles, parce que là en général, des dalles effectivement. Donc est-ce que l'immeuble peut supporter cette surcharge? Donc faire attention. C'est toujours prudent. Il y a des règlements de copropriété qui interdisent expressément, non seulement pour des raisons acoustiques, mais également pour des raisons liées au bâti, à la solidité du bâti, la pose de carrelage. Tout à fait. Merci David Rodriguez de la CLCV. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci, à la semaine prochaine pour ce rendez-vous. Eh bien, c'est le retour de nos invités avec à ma droite, comme on dit sur les rings, Jérôme Habert, donc Comble Éco-Énergie et Pacte Énergie Solidarité. Et puis Pierre-Gilles Parra, bonjour. Bonjour. Vous êtes très sage depuis le début de cette émission. Vous êtes responsable de la prescription chez Isobox Isolation. Alors, vous pouvez nous parler un peu d'Isobox Isolation, parce que vous avouez, je ne connaissais pas votre marque, mais quand j'ai vu ce que vous faisiez, ça m'est apparu extrêmement intéressant. Alors, Isobox Isolation, c'est une marque du groupe Knauf, donc qui est très connue dans le bâtiment tout de même. Alors, on a parlé de Saint-Gobain et d'Isover, maintenant on parle de Knauf. Bah voilà. Vous voyez, il y en a pour tout le monde ici. On est juste en face, on va dire, en termes. Et donc, nous sommes spécialisés dans l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, nous développons une gamme de produits innovants pour l'isolation thermique de façade, qui va mettre l'accent sur la stabilité des complexes. Il faut évidemment que le complexe isolant soit stable et durable. Et puis également sur des aspects qui sont, on va dire, peut-être technico-techniques, mais qui permettent de sécuriser la tenue des enduits en façade sur un isolant en PSE. Très bien. Alors, vous intervenez aujourd'hui pour nous parler d'un nouveau produit. Oui. Je rappelle que vous intervenez au titre de Batimat. C'est ça. Batimat, donc c'est le mondial du bâtiment. C'est la grande manifestation, la grand-messe tous les 2 ans. Vous savez, il y a le mondial de l'automobile, et bien il y a aussi le mondial du bâtiment. Les particuliers, vous n'y êtes pas admis. Je ne cesse de rouspéter là-dessus. Je pense qu'il y a une journée avec les particuliers. Il faut que vous insistiez pour ce genre de choses. Je sais pas, vous n'êtes peut-être pas favorable, mais ce serait très sympa. En tout cas, eh bien, comme vous ne pouvez pas y aller, eh bien, nous, on a fait venir Batimat à nous, donc à travers un certain nombre d'intervenants, dont Monsieur Parra. Donc, isolation par l'extérieur, et on a justement une petite vidéo extrêmement sympa. On va voir comment ça marche. C'est la vidéo.
Monsieur Parra, c'est du polystyrène expansé, ça? C'est du polystyrène expansé. C'est bien, c'est écologiquement correct, ça? C'est assez écologiquement correct, je vais vous expliquer. C'est du pétrole quand même, hein? C'est du pétrole, mais il faut savoir que c'est une matière qui est recyclable à 99,8%, donc c'est un haut taux de recyclabilité. Pareil pour un aspect qui est essentiel aujourd'hui par rapport notamment aux réglementations thermiques futures, qui seront aussi des réglementations carbone. C'est un produit qui maîtrise en fait l'empreinte carbone d'une isolation. On a par rapport à des alternatives en fait produits que je nommerai pas, voilà, des produits fibreux entre guillemets. On est à peu près à une empreinte carbone qui est la moitié de celle qu'elle serait avec un produit fibreux. Alors, on s'interroge quand même, parce qu'on dit souvent, il faut que les murs respirent. Oui. Mais avec votre barrière de combien l'épaisseur? Alors, on est à peu près entre 15 et 15 et 20? 15, voilà, 15 et 20, oui. Avec une couche de 20 cm de PSE, puisque polystyrène expansé, c'est PSE. Est-ce que le mur respire? Oui, il respire, tout ça est sous contrôle, donc on a des paramètres que l'on appelle des MU en fait, qui sont la respirabilité de la paroi et qui sont gérés dans le cadre de la CERMI notamment. D'accord. Et l'isolation des murs, c'est un R. Je reviens sur mon R. Vous savez, je suis passionné sur le R. C'est un R de 4 ? Alors, la résistance thermique de 3,7 permet d'obtenir le crédit d'impôt, permet d'obtenir aussi les certificats d'économie d'énergie sur les opérations qu'on dit standardisées, en fait. Voilà, donc oui, c'est 3,7. À partir de 3,7, ça commence à devenir pertinent. Et en réalité, vous faites des isolations de combien, l'épaisseur ordinaire, classique? On va dire qu'on est entre 140 et... c'était entre 14 et 20 cm. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y met sur sur vos blocs, là? Vous avez vu, c'est marrant, c'est un jeu de construction, là, boum, on perce, on enfonce des chevilles, on tape bien sur la cheville, pas à côté. Bon, ça arrive, un petit geste comme ça, mais non, parce que vous avez vu le monsieur tout à l'heure dans la vidéo, pas, à un moment, il le fait à côté, alors évidemment, entre nous, ça nous a fait sourire. Mais donc, qu'est-ce qu'on y met dessus? Alors on met un bardage? Non, on met un enduit directement. On met un enduit directement. Voilà, on met deux types d'enduits. Alors il y a l'enduit hydraulique que l'on connaît bien. C'est un enduit à la chaux qui fait 10 mm, 1 cm d'épaisseur. Et puis ça, c'est dans les cas les moins fréquents. Dans 90% des cas, on va utiliser ce qu'on appelle un revêtement plastique épais. RPE pour les intimes. C'est un revêtement plastique épais. Qui, comme son nom l'indique, n'est pas épais. Il fait que 3 mm. Voilà, c'est une contradiction. Il fait que 3 mm. Non, mais c'est plus épais qu'une peinture, quoi. C'est ça que ça fait. C'est ça. C'est une grosse peinture, on va dire. C'est une grosse peinture. Oui. Alors, je fais une incise là. On me dit, si vous voulez poser des questions, passez facilement par les commentaires. Alors, vous savez, dans Facebook, les commentaires, donc vous pouvez passer par là. Je reviens sur notre PSE là, sur notre couche d'isolant. C'est pas un peu compliqué, mais sur des façades plus complexes, parce que là, on a vu un mur tout droit, on a des grands immeubles, etc. Mais quand c'est un peu plus complexe, comment vous faites? Il faut faire des découpes. Il y a tout un tas d'approches qui sont en effet qui peuvent être complexes, mais ça, alors là, c'est l'entreprise qui s'y colle, si je puis dire. Eh oui. Alors je vois Jean-Pierre là qui a bien écouté, il a fait un commentaire. Faites comme lui. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager surtout. Donc Jean-Pierre me dit, est-ce que le PSE ne constitue pas un risque incendie majeur, comme on l'a vu récemment dans un grand immeuble en Angleterre? Alors, le PSE, déjà en Angleterre, c'était pas du PSE. C'était pas du PSE, c'était quoi? C'était un produit qu'on appelle un pur, un pierre. Donc c'était autre chose. À base de polyuréthane. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'était aussi une conception qui était complètement différente, c'est-à-dire qu'on n'était pas sous enduit, on était sous un cladding, c'est-à-dire un bardage avec une lame d'air. Donc nous, on fait la promotion de systèmes différents. Ce sont des produits donc qui sont directement enduits sur le polystyrène. La grande différence, c'est qu'effectivement, quand on a un bardage, on peut avoir un effet de cheminée quand ça commence à brûler dedans. Alors que là, c'est beaucoup moins possible, on va dire. Et puis, ça veut pas dire que vous n'allez pas nous dire que c'est ininflammable. C'est pas ininflammable, mais c'est ignifugé. Il faut le savoir. Les produits sont ignifugés. Les systèmes ont été aussi validés par une série de tests, notamment pour les bâtiments de 3e et de 4e famille, bâtiments d'habitation.
consommation, ainsi que pour les établissements recevant du public. Et donc, il y a aujourd'hui des systèmes qui sont mis en avant, qui sont constitués en fait de polystyrène expansé, et à chaque étage, on va mettre... Il y a une barrière, un coup-de-feu en laine de roche. Voilà. D'accord. Donc, bien, je rappelle, votre produit, alors vous êtes, la marque c'est Isobox Isolation. Voilà. Le produit, ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'Ethix 31, l'Ethix 37, pour montrer qu'on est vraiment très éthique et très, on va dire, très attaché à tout ce qui va être stratégie bas carbone du bâtiment. Oui, 31, 37, c'est quoi? C'est les lambda, en fait. C'est les lambda, vous savez, coefficient. Donc, de transmission, donc, énergétique. On revient sur avec Jérôme Imbert. Jérôme Imbert, pourquoi avoir privilégié les combles perdus? Est-ce que justement vous avez dit que ça pouvait marcher pour la cave? Alors on revient sur l'isolation à 1 euro, je rappelle. Alors pourquoi les combles perdus? D'abord parce que la chaleur monte, ça, je pense que tout le monde le sait, et donc l'opération à privilégier quand on commence à faire une isolation d'une maison, c'est les combles, si le niveau d'isolation n'est pas le bon. Pourquoi les combles perdus? C'est parce qu'en termes de technicité, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à mettre en œuvre, et donc ça permet d'atteindre plus facilement. Finalement, vous vous cassez pas la tête, quoi. Vous faites c'est tout. Vous déroulez de la laine de verre ou de roche sur le sol, c'est ça? Nous, on ne fait que du soufflage, et que de la laine de verre. D'accord. Alors, un aménagement, parce que donc finalement, ça marche pas pour des combles aménagés. Non. Aménageables. Aménageables. Ça dépend. Vous pouvez isoler aujourd'hui, si vous avez envisagé de les aménager dans 5 ou 10 ans. Profitez de l'économie d'énergie. Mais est-ce qu'on peut avoir du 1 euro en isolation de sous-rampant? Non. La technicité, le temps de pause ne permet pas de le faire. Monsieur Parra, vous avez une solution, j'ai vu, d'aménagement d'isolation des sols, justement pour les cas d'aménagement de combles? Oui, absolument. On a développé un produit qui s'appelle le Solivox, qui permet donc d'être posé directement sur un solivage existant, en attendant, par exemple, de pouvoir aménager un comble qui serait dans un premier temps perdu, puis peut-être un jour aménageable. Mais dès lors, on est sur une solution qui permet en fait... Qui refait le sol en même temps? Non, pas pour l'instant. Ça permet en fait de rendre le comble accessible et de pouvoir intervenir pour, par exemple, en tant que zone technique, pour aller régler une VMC ou quelque chose comme ça. Jérôme, je vois passer une question là de Mustapha qui me dit donc je n'ai pas bien compris l'histoire des plafonds de ressources. Alors je crois qu'on a un tableau qui va peut-être vous éclairer sur le sujet. C'est quoi donc vous pouvez revenir sur les... Alors les plafonds de ressources, le tableau sera pour plus tard ou peut-être pour la semaine prochaine. Vous avez un revenu fiscal de référence, donc qui est le revenu qui est utilisé pour les impôts, qui concerne les revenus totaux de la famille. Et ce revenu plafond dépend effectivement de la composition de la famille. Si vous êtes 1, 2, 3, 4, 5 personnes, on a donné les chiffres tout à l'heure. Pour un couple de 4 personnes en province, c'est 29 700 €. Et pour Paris, c'est 40 700. D'accord. Il suffit d'aller sur le site de l'ANA, donc ana.fr. Attention, allez sur le site du Pacte Énergie Solidarité, parce que le site de l'ANA... Non, je vais vous expliquer pourquoi. L'ANA réévalue les chiffres tous les ans. Au mois de janvier. Alors, et donc on a un décalage de 0,02% entre ce qui est accessible à l'ANA et ce qui est accessible au certificat. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir notre tableau ou pas? Oui, non? Eh ben oui, on a notre tableau. Alors voyez, alors je vous laisse le regarder. Donc ça vous donne, vous aurez tout loisir. C'est l'astuce. On vous met ça comme ça. Vous serez obligé de regarder à nouveau l'émission sur YouTube. Donc ça vous fera de la révision. Donc effectivement, ce tableau, on peut le retrouver soit sur le site de l'ANA, soit sur pacteenergiesolidarité.com. Pacteenergiesolidarité.com. Tout attaché? Oui. Tout attaché. Eh bien maintenant, c'est ce qu'on appelle entre nous le débrief, ce sont les questions. Alors, on a reçu, je vous l'ai dit, un certain nombre de questions, peut-être par les commentaires, vous pouvez aussi, sachez-le, nous envoyer vos questions selfie, c'est-à-dire, c'est encore mieux, comme ça on a un cas, et on va donc voir justement
le cas, c'est Freddy. Je crois que lui aussi, il a un accent du Midi, parce que j'ai regardé ça tout à l'heure. Freddy, justement, il a un problème lui aussi qui est lié au chauffage. Bonjour Christian, en fait j'ai un problème de thermostat. Le thermostat il dit 22 mais dans la chambre il fait très froid. Alors je pense que c'est à cause de ma buanderie parce qu'il y a le sèche-linge. Donc est-ce que il faut que je l'installe à un autre endroit et quel est le meilleur endroit pour installer le thermostat? Merci. Alors oui, c'est une question intéressante parce que j'ai beaucoup vanté les mérites des thermostats. Alors celui-là, en plus, vous avez une dernière génération des thermostats d'ambiance programmables qui aujourd'hui peuvent être connectés. Simplement, il faut les placer là où il faut. Il faut pas les placer n'importe où. Alors là, il est placé, il n'est pas tout à fait mal placé, mais il est placé à côté d'une buanderie dans laquelle il y a un sèche-linge. Alors j'imagine que cette buanderie, la porte doit rester ouverte de temps en temps, et on a pile dans l'axe le thermostat. Et le thermostat, qu'est-ce qu'il prend? Il prend la température, évidemment, de la buanderie, c'est-à-dire de l'air chaud qui s'échappe quand on fait fonctionner le sèche-linge. Alors outre que c'est pas fameux aussi sur l'humidité, parce que s'il n'y a pas une évacuation dans cette buanderie qui ressemble plus à un placard qu'à une pièce à part entière, eh bien la moisissure va pas tarder à arriver à un moment ou à un autre. Mais surtout, évidemment, eh bien le thermostat il est trompé. Alors il est trompé parce qu'il prend la température de la pièce d'à côté en quelque sorte et des bouffées de chaleur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il va falloir effectivement le déplacer. Alors où est-ce qu'on met un thermostat d'ambiance? Eh bien on le met hors du soleil évidemment. On le met hors du froid, c'est-à-dire des courants d'air, ce qui fait que généralement on le place dans le mur du salon qui est le plus éloigné des fenêtres. Et à ce moment-là, eh bien, il va pas être perturbé, il va pouvoir fonctionner normalement et il va nous donner donc les températures normales qu'on doit avoir dans une chambre, c'est-à-dire n'attendez pas quand même 22, j'ai vu le réglage à 22, c'est peut-être pas la peine de régler à 22, 19, on est pas mal, et puis on peut pousser un peu lorsqu'il y a par exemple la sortie du bain de bébé. Alors, un certain nombre de questions. Abdel qui me demande quelle est la différence entre le chauffage rayonnant et un chauffage radiant. Alors, je ne comprends plus rien, dit-il. Alors, chauffage rayonnant, eh bien, ça se comprend facilement. Vous êtes tous et toutes, non pas forcément allés au sport d'hiver, mais vous avez toutes et tous pris un jour un téléphérique. Vous arrivez en haut, il y a de la neige en haut de la station du téléphérique, il y a de la neige. Vous sortez et vous avez froid parce que vous êtes dans l'ombre et vous passez au soleil et paf, d'un seul coup, vous voyez des gens qui sont en train de se bronzer en bras de chemise, pour ne pas dire moins, donc sur la belle terrasse du restaurant d'altitude. Ça, c'est le rayonnement, c'est-à-dire ce sont les rayons du soleil qui vous chauffent directement et qui ne chauffent pas l'air. C'est-à-dire que l'air, lui, il est toujours à -10, mais en revanche, vous avez chaud parce que vous avez donc bénéficié du rayonnement. Ce rayonnement, il existe sur la plupart des matériels de chauffage, y compris sur les radiateurs de chauffage central. Le chauffage central, il diffuse une partie de sa chaleur par rayonnement et une partie par convection. C'est l'air que vous sentez chaud au-dessus du radiateur. Alors en électrique, il existe des radiants. Alors ça a été la grande mode il y a une dizaine d'années. Alors les radiants, c'est parfait. Vous avez chaud quand vous êtes devant. Le problème, c'est que si jamais vous mettez une chaise ou un fauteuil entre les deux, eh ben vous comprenez bien que le rayonnement n'arrive plus. Donc voilà la différence entre radiant, non pas radiant et rayonnant, c'est la même chose, radiant et rayonnant, mais voilà la différence avec les convecteurs. J'ai une question aussi. On m'a démarché, peut-être dans le cas d'un euro, on m'a démarché pour un chauffe-eau RGE. Qu'en pensez-vous? Alors j'en pense que c'est de l'arnaque puisqu'il n'y a pas de chauffe-eau RGE. Il y a des entreprises RGE reconnues garants de l'environnement pour les poser, mais ça n'existe pas, il n'y a pas de marque. Mais je l'ai vu moi dans des foires expo, toujours méfiance, avec des matériels à des prix faramineux et notamment donc sur ces chauffe-eau. Alors en revanche aujourd'hui il y a des nouvelles générations de chauffe-eau. Ce sont les chauffe-eau thermodynamiques qui intègrent donc une petite pompe à chaleur. Ça c'est le NEC plus Ultra aujourd'hui.
Bon, moi je trouve que c'est un peu usine à gaz cette affaire, mais c'est très efficace. Donc ça permet d'alléger la charge électrique du cumulus, comme on disait autrefois, c'est-à-dire du ballon d'eau chaude à accumulation, et donc la pompe à chaleur supplée donc l'énergie électrique, et c'est évidemment beaucoup plus économique. Autre question, ça a été déjà évoqué, mais on me dit quelle est la différence entre polystyrène expansé et polystyrène extrudé. Ah, je me retourne vers Monsieur Parra, c'est pas la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est le mode de fabrication des plaques qui va changer. C'est-à-dire que l'expansé, on prend des petites billes de polystyrène qui vont se dilater sous l'effet de la chaleur et qui vont se souder les unes aux autres. L'extrudé, on prend une matière de polystyrène et on l'extrude, on en fait un espèce de gâteau en fait, qui est un petit peu plus dense. Il faut savoir. Voilà. Et donc c'est plus efficace? Non, c'est plus cher surtout. C'est plus cher, nous dit-il. Il y a plus de matière. Bien sûr, ce serait pas parce que vous n'en faites pas par hasard. Un peu. Voilà, il y a un petit peu de la mauvaise foi. Il y a un petit peu de mauvaise foi. Dernière question, donc de Janie. Le remplacement des fenêtres est-il toujours bénéficiaire du crédit d'impôt en 2017 et en 2018? J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je pense que c'est une grosse préoccupation. Alors, jusqu'à fin 2017, ça ne change pas. Donc on avait dit qu'au mois de septembre, 2 mois de septembre, à la fin de l'année, ça serait réduit à 15%. Ça ne change pas. La loi de finances n'est pas encore votée, donc le pire n'est jamais certain, mais le mieux non plus. Donc on peut s'interroger sur l'année prochaine. Ce qu'on sait a priori des amendements qui ont été déposés, c'est que on devrait être tranquille jusqu'au mois de juin, mais de toute façon, ça devrait être 15% seulement, je pense. Je parle sous couvert de ces messieurs qui sont dans le domaine de l'isolation. Il y a eu différentes approches, 15%, des bouquets de travaux, pas seulement des fenêtres. Le retour à 30%, c'est vrai que c'est ce que les consommateurs et les professionnels ont besoin, c'est de la lisibilité dans le temps. Oui, c'est ça. Mais bon. Il faut être clair, je pense que ça sera 15%, moi. Et la notion de bouquet de travaux, alors qu'est-ce que veut dire bouquet de travaux? C'est-à-dire que pour avoir le crédit d'impôt, eh bien, il va falloir que vous fassiez plusieurs travaux, au moins 2, peut-être 3. Ça existait par le passé, mais je suis tout à fait d'accord avec Jérôme Imbert. Si des têtes pensantes du gouvernement nous regardent, ce dont je ne doute absolument pas, eh bien, de la lisibilité, arrêtez de nous faire du yo-yo, parce qu'on ne comprend plus rien, et surtout les entreprises ne peuvent pas fonctionner, et puis les particuliers, eh bien, ne s'y retrouvent pas. C'est la panique à bord, et donc évidemment, ça fait des effets d'aubaine. Aujourd'hui, je sais que les marchands de fenêtres, les poseurs de fenêtres sont complètement débordés parce qu'il y a eu l'effet d'annonce, on peut dire absolument préjudiciable et catastrophique qui a été fait. Donc, messieurs du gouvernement, messieurs des services techniques des ministères, s'il vous plaît, fichez-nous un peu la paix et faites en sorte que ça reste, que les mesures prises soient au moins sur l'année, et si ça pouvait être pluriannuel, ce serait encore mieux. Merci de nous avoir regardés et écoutés, et à la semaine prochaine.